Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Jacques Lewa Milimono, Jacques Lewa Leno, oui, Tamba Zakari Milimono, évidemment on a Faya Milimono avec nous. En fait, parce que j'arrive pas à comprendre. Oui. Milimono, Leno. Encore. Vous nous alignez au même endroit. Peut-être qu'on va permettre, on va poser la première question à Kissi. Oui, justement. Allez-y, Jacques. Vous voulez que ce soit en Kissi? Oui. Afaya Milimono. Ouais. La première réponse en Kissi. Fallo alors kende a chahuno. Dimonave sonche wo. Pour sonche wo lende dale ne venche boncho. Ils ont voulu. La réponse en Kissi aussi? Oui. OK. Sonche chahe wale. Concréatu para digere. Allez, sérieusement, bienvenue dans l'émission. Bien. Plus sérieusement, Dr Faya Milimono, vous étiez donc devant vos militants hier. C'est l'occasion de le dire. Je crois que c'est le 3e ou 4e anniversaire, je ne sais plus. Le 6e anniversaire. Donc, cela fait 6 ans que votre parti existe, le BL. Quel bilan vous faites aujourd'hui de son parcours sur le plan politique en Guinée? Merci d'abord de l'opportunité que vous nous offrez. Vous allez me permettre de redire encore joyeux anniversaire à tous les militants et toutes les militantes du Bloc libéral. Merci. Le bilan, il est bon, il est même très bon, parce que après effectivement l'obtention de notre agrément, c'était le 11 février 2013, nous nous sommes mis à installer le parti. Aujourd'hui, nous comptons dans toutes les préfectures, les 33 préfectures, des structures du Bloc libéral. Nous ne sommes pas encore dans toutes les communes rurales, mais ça, ce n'est que partie remise, parce que nous sommes en train de gagner chaque commune rurale à chose. Depuis le mois de janvier, il y a un programme qui est en œuvre pour cela. Nous avons des structures également très solides à l'extérieur du pays. Ça, c'est le premier bilan depuis que nous sommes sur l'échiquier politique guinéen. Autre chose, nous avons participé à 2 élections majeures. Vous avez tous été témoins. La première, c'était la présidentielle de 2015. Nous étions donnés 8e sur 8 candidats. Le peuple en a voulu autrement. Nous avons fini 4e derrière les premiers ministres et le président en exercice, ce qui n'était pas mauvais pour le Bloc libéral. Avant le PDN. Et suite... Vous étiez même devant le PDN. Justement. Et juste après cela, le BL a eu l'honneur lorsque son président a été choisi comme la personnalité politique devant le président en exercice et son chef de file de l'opposition. Alors, tout cela pour dire que le message du Bloc libéral est en train de passer. Les dernières élections, nous avons participé. Le nombre de communes dans lesquelles nous avons présenté des listes n'a pas été très grand, mais le résultat a été très bon parce que nous avons dépassé, y compris ceux qui avaient présenté plus de listes que nous. Et quand nous faisons l'analyse, n'est-ce pas, au détail de ce qui s'est passé après les élections communales, nous avons compris qu'à certains endroits, le message du Bloc libéral est tellement bien passé que nous pouvons faire aujourd'hui un bond de plus de 300 à 400%. Je vous donne les chiffres de Kissidougou où, en 2015, candidat au présidentiel, j'avais pu récolter 2000 et quelques voix. Eh bien, aux élections locales, avec seulement 10 communes où nous avons présenté des listes sur les 13 que compte Kissidougou, nous avons pu obtenir plus de 10 000 voix. Ce qui montre que le message du Bloc libéral est en train de passer avec une très grande vitesse. Donc on peut se féliciter à ce niveau. Dernier élément, toujours par rapport au bilan, nous avons participé au débat politique. Nous avons surtout fait en sorte que la substance, rien que la substance, sortir du sensationnalisme dans le débat politique guinéen. Je crois que nous avons pu mettre la barre très haute à ce niveau-là. Et même sur les réseaux sociaux, ceux qui observent le débat, ils comprennent que les jeunes du Bloc libéral qui y participent sont en train de faire un excellent boulot. Ce n'est pas
On n'a pas besoin de questionner l'ethnie de quelqu'un ou s'insulter père et mère. Il faut aller à la substance et c'est ce que les jeunes du bloc libéral sont en train de faire. Et cela veut dire qu'il se fait à la base un travail d'éducation, n'est-ce pas, à la citoyenneté, un travail d'éducation, n'est-ce pas, à la politique du bloc libéral, à la ligne politique du bloc libéral. Tout cela, pour moi, constitue un bilan qu'on peut se féliciter. Bien. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Dr Faye Milimono? Il y a cette sortie de l'honorable Cellou Baldé chez nos confrères des médias guinéens qui vous découpe et il vous dit de toutes les façons c'est un habitué des va-et-vient de l'opposition. Voilà. Les grandes gueules. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez de l'opposition, vous en êtes parti, vous y êtes revenu, vous en repartez. On se dit cet homme politique finalement qu'est-ce qu'il a comme problème avec l'opposition, la frange de l'opposition menée par la cellule de l'Indialo? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous n'avons aucun problème, sauf que nous avons une ligne politique que nous suivons. Nous sommes un parti politique indépendant et qui a, n'est-ce pas, des idées, qui défend des idées. Nous avons comme boussole les lois. Lorsque nous allons dans une plateforme et nous constatons qu'on est léger par rapport au respect de la loi, eh bien on s'écarte. Je vous donne un exemple. Sauf que c'est le même scénario. C'est au même scénario auquel on assiste. Vous étiez de ce bloc dans un premier temps. Vous en êtes tout le monde a été de ce bloc. C'est quand même étonnant. Ce que dit Cellou Baldé, ça a du sens, honorable docteur. Et ça n'a pas de sens. Non, ça a du sens. Parce que tout le monde je ne dis pas d'emblée que je ne vous cloue pas d'emblée au pilori pour dire que vous faites aussi. Je suis d'accord que vous faites du va-et-vient, mais moi je comprendrais mal que vous soyez dans un premier temps avec la cellule de l'Union, donc avec son groupe, le groupe d'opposition qu'il mène, et vous en partez, et après vous revenez, et après vous repartez. C'est quand même difficile à lire. On a du mal finalement à lire votre attitude. Je peux vous aider, monsieur Gallo. Le BL est parti de l'opposition républicaine à deux occasions. La première, c'est quand on nous a concocté une loi qui n'a pas encore livré tous les secrets des drames que nous sommes en train de vivre. Ça, c'était à l'occasion de ce fameux accord de 2016. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête là-dessus pour dire que les deals qui ont été faits ont eu des conséquences et sont en train d'avoir des conséquences sur nous, sur la vie de la nation guinéenne. Nous sommes dans une élection qui n'en finit pas. C'est le 4 février, pas 2019, mais le 4 février 2018 qu'on est allé aux urnes pour élire les conseillers. Alors, en un an, nous n'avons pas encore fini d'installer les conseils dans les 342 communes. Et il faut bien se rappeler qu'il faut encore installer 8 conseils régionaux et plus de 4000, n'est-ce pas, conseils de quartier et de district. Eh bien, vous verrez, lorsque nous allons rentrer, par exemple, dans le labyrinthe de l'installation des conseils de quartier et de district. Cela a été, n'est-ce pas, la première raison pour laquelle le bloc libéral s'est retiré de l'opposition, parce que nous pensions qu'on était en train de conduire le pays complètement vers un avenir dangereux. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'on le reconnaisse au moins. Deuxième chose, lorsque nous sommes allés aux élections, je dois dire que le BL, encore une fois, ne se fera remorquer par personne. Et nous avons été, en tant que parti, c'est compte tenu du résultat que nous avons obtenu, qu'on est allé vers nous. Vous comprenez? Nous sommes venus, nous nous sommes engagés à nous battre, n'est-ce pas, ensemble pour qu'on sauve ce qui méritait d'être sauvé. Et qu'est-ce que nous avons vécu plus tard? Nous sommes en train de vivre l'installation des conseils communaux. Vous-même, vous êtes en train de vivre le théâtre de Matoto. Mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Matoto n'est que la conséquence de ce que nous avons vécu, pire à l'intérieur du pays. Nous nous sommes battus à l'intérieur de l'opposition républicaine pour dire on n'a pas besoin d'accompagner Alpha Condé et son Bourema Condé à violer et à banaliser la République. Si nous ne sommes pas compris, écoutez, nous sommes un parti indépendant. Nous prenons nos distances. C'est ce que nous avons fait. Que ça plaise ou que ça déplaise, donc, le BL continue son chemin. Vous faites référence à dire qu'il y a beaucoup d'incohérences, c'est un peu ça. Mais il y a de l'incohérence. Écoutez, lorsque vous allez à un match de football, Lamine, l'arbitre commence par vous annoncer la bonne nouvelle que vous allez jouer à 9 et les autres à 11. Vous vous plaignez, mais vous continuez à jouer. 5 minutes après,
eh bien, on casse le pied de votre défenseur. L'arbitre ne siffle pas. Vous continuez à jouer et vous vous plaignez. Mais quel est le sens de vos plaintes? Enfin, vous comprenez? Alors, peut-être qu'on a commencé à... Quand nous avons fait des mémos pour demander à l'opposition républicaine ne pas rentrer dans la violation de la loi en accompagnant Bourema Condé. Il était clair, le jour que Bourema Condé a dit que l'installation des conseils communaux va commencer à partir du 5, nous savions qu'il prenait le pas vers l'illégalité. Parce que ces messieurs et dames ont été élus le même jour, leur mandat ça va finir le même jour, ils devaient être installés le même jour. Quand on nous dit que ça va commencer le 5, c'est que ça peut aller au-delà du 5. Et c'est dans ça qu'on est encore aujourd'hui. Donc, si on est dans une telle situation, eh bien, le BL n'a pas besoin d'accompagner quelqu'un dans un suicide pareil. Mais, voilà la réalité dans laquelle nous nous trouvons, et le BL a tiré les conséquences pour dire nous sommes prêts à travailler avec tout le monde dans le cadre de l'opposition pour... mais pourquoi c'est maintenant en fait? Il y a beaucoup d'interrogations en fait. Pourquoi c'est maintenant? Oui, pourquoi c'est maintenant? Je crois que ce n'est pas maintenant. Mais écoutez, si, Faya Milimono. Je crois que ça fait déjà 2 mois. Non. 2 mois. Ça passe pas. Attendez. Non, ça passe. Vous êtes invité dans cette émission. On vous a interpellé sur une question, par exemple. Parce que ça se disait un petit peu en coulisses. Comme quoi, il y a beaucoup d'incohérences. Je parle de l'Assemblée nationale, par exemple. Pourquoi ne pas retirer, par exemple, de députés de ce côté? Effectivement, de choses. Pourquoi c'est maintenant, Dr Faya Milimono? On a envie de comprendre. Écoutez, ce n'est pas maintenant. Ça Mais c'est grande gueule. Depuis que le Bloc libéral ne participe pas aux réunions de l'opposition républicaine. Nous l'avons dit clairement. Et c'est maintenant que vous ne faites pas savoir. Attendez. Sur la question de... Lors de votre dernier passage ici, Lamine, c'est fait bien de le rappeler, nous vous posions la question de savoir... Justement. Y a-t-il pas une incohérence dans la démarche de l'opposition lorsqu'elle se plaint de toutes les irrégularités qu'elle dénonce à l'occasion de l'installation, du processus d'installation des exécutifs communaux à l'échelle de tout le pays, et qu'elle continue de participer à la gestion du pays au niveau de l'Assemblée nationale? Et nous posions la question de savoir pourquoi l'opposition, pour une fois, ne suspendait pas sa participation pour contraindre le pouvoir quand même à un minimum de respect de la loi. Si vous réécoutez ma réponse, vous comprendrez effectivement les causes profondes de ce que nous sommes en train de dire. Mais vous aurez pu partir depuis ce moment. Nous l'avons dit clairement le jour que nous avons participé la dernière fois à l'opposition républicaine. Nous avons dit, je crois que la participation de l'opposition à l'Assemblée nationale n'a plus de sens. Et encore aujourd'hui, le mandat est périmé. Nous avons suivi les acrobaties de la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas tenu. Donner à Alpha la possibilité de profiter de ses propres turpitudes, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'on indexe, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles qui montrent que Alpha devait faire ceci ou cela, et qu'on n'évoque pas, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles qui prévoient des sanctions si Alpha ne fait pas ce pourquoi il a juré, n'est-ce pas, en vertu de l'article 35. Ça, c'est faire des acrobaties qui n'ont convaincu personne. Donc, pour nous, sur la question de l'Assemblée nationale, nous avons été clairs avec nos amis. Si vous continuez à cautionner cela, et surtout que nous sommes en train on vous a de posé rentrer la question dans l'illégalité, vous avez nié. La réponse, moi j'ai bien aimé, docteur. Toujours, je trouvais que c'était incohérent lorsque nous continuons, n'est-ce pas, dans un processus, et nous continuons. C'était une raison suffisante. Alors j'ai bien aimé l'image. J'ai bien aimé l'image, docteur Faya Milimono, de cette équipe de football avec l'arbitre qui ne siffle pas du tout. C'était bien choisi. Sauf qu'on peut l'utiliser même contre vous. On peut, oui, absolument. Je pense que vous êtes un peu même chose avec cette opposition que vous décriez. D'accord. Voyons par exemple l'Assemblée nationale. Depuis l'élection, la première élection, déjà vous avez critiqué, vous avez estimé qu'il ne fallait pas y aller. On s'en rappelle bien. La dernière loi sur la CENI, c'était la même chose. Le code électoral, c'était la même chose. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Ensuite, vous revenez encore. Vous savez pertinemment que les mêmes arrangements vont continuer. Vous faites un peu du Cellou alors que vous critiquez ce qu'il fait aussi, docteur Faya. Très bien, monsieur Milimono. Il est clair qu'on a toujours pensé que l'homme est perfectible. On peut toujours espérer que cette opposition, si nous sommes partis pour des erreurs qui ont été commises, dont les conséquences ont été vécues après, en revenant, on comprendra
qu'on doit se corriger. Mais lorsqu'on continue à constater que ça ne change pas. C'est de la politique, et là, finalement, attendez, non, mais je attendez. sais, la politique lamine. Oui. La politique lamine, Ouais. ce n'est pas faire quelque chose qui soit contre les valeurs pour lesquelles on se bat. Ce n'est pas cela la politique. Vous avez ce Alors, constat, mais cela... vous y restez quand même. Non, attendez. Nous ne restons pas, et c'est pour cette raison que nous sommes partis. Les grandes gueules. Alors, par rapport au communal, parce que je sais que dans un premier temps, vous l'avez dit ici, vous étiez contre le processus lui-même parce qu'il y a eu cette loi qui n'arrange pas les choses. Après, il y a eu élection pour l'installation et il y a eu encore des problèmes. Oui. Quel était votre choix? Quelle proposition vous aviez faite, n'est-ce pas, à vos collègues? Est-ce que c'était de s'abstenir de participer à ce processus d'installation? D'abord, il faut remonter au moment où nous avons déclaré qu'il y avait des irrégularités. La position du BL était de rejeter les résultats en bloc, parce que ce n'était pas seulement dans 12 communes qu'on avait connu des irrégularités. Bon, on a dit qu'il fallait se concentrer à 12. Parmi les 12, il y a 4 qui avaient été indexés par le BL notamment. Dans les 4, qu'est-ce que nous avions demandé? Nous avions demandé qu'on reprenne les élections à ce niveau. Parce que si nous avons entendu les arrêts de nos cours et tribunaux du genre de Lola, où devant notre recours, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que vous dites a un sens, mais l'État n'a plus d'argent pour reprendre les élections. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là exactement en tant que magistrat? Pour moi, ce n'était pas son problème. Il avait là à interpréter la loi, période. Mais lorsqu'il est allé au-delà pour dire ce que vous dites a un sens, mais l'État n'a plus d'argent pour reprendre des élections, je trouvais que nous avions du n'importe quoi. Et ce sont ces genres de magistrats dont je parlais et qui avaient provoqué le gourou de notre chèque national, Cheikh Sako. Bien. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous avons... Les grandes gueules. À notre vision. À un moment donné, il faut le reconnaître. Nous sommes face à une situation qui devient de la dictature tous les jours. Est-ce que vous vouliez quand même que vos collègues et vous participiez à ce processus d'installation des exécutifs pour ce processus d'installation? Lorsque Bourema Condé a parlé de commencer les installations le 5, nous avons dit à nos collègues, premièrement, la loi est claire là-dessus. Ce que Bourema Condé doit faire, c'est de nous dire quel est le jour de la première session des conseils communaux en République de Guinée. C'est un arrêté. Jusqu'aujourd'hui, vous-même, vous ne pouvez pas montrer cet arrêté-là. Vous avez quand même participé. Non, attendez. Vous personnellement, votre parti a participé à ces installations. S'il vous plaît, nous étions... Les grandes gueules. Quand donc, nous avons constaté que c'était la violation de la loi, nous avons fait un mémo. Nous travaillons avec des gens. J'étais à Guékédou quand j'ai fait le mémo. J'ai envoyé à l'opposition républicaine. On a trouvé qu'il fallait être là parce que si on n'est pas là, on va installer les conseils communaux ou tous les maires RPG. J'ai dit, je préfère combattre le régime du professeur Alpha Condé parce qu'il a installé, n'est-ce pas, les maires RPG partout, que de l'accompagner. Et de toutes les façons, on va se retrouver avec le même résultat. C'était encore une autre raison de quitter. Donc, effectivement. Ça fait des raisons quand même. Pour être encore une fois, monsieur Gallo, nous sommes un parti politique dont à l'intérieur, nous construisons une décision avant qu'elle ne soit prise. Ce n'est pas parce que je vois tout de suite où est le problème, je fais la remarque à l'opposition. Donc vous faites des constats. Et puis le lendemain, je prends la décision sans en parler avec mon parti. Vous comprenez? La décision dans un parti, elle se construit. Il faut arriver à en discuter avec les responsables, avec les militants, etc. etc. Lorsqu'on a compris que ce jeu-là, nous ne devrions pas rentrer dedans, eh bien, nous avons pris notre distance. Ça fait déjà des mois. Bien. Docteur Faya Milimono, président du BL, notre invité ce soir sur Espace TV. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Faya Milimono, notre invité ce matin. J'estime qu'il y a des non-dits parce que l'exemple que Tamba vient de donner, vous comprenez quand même la situation. Vous parlez de dictature. Est-ce que vous ne pensez pas
comme vous face à l'opposition. Cette opposition est dans une situation où c'est difficile de faire face à un pouvoir parce que ce n'est pas comme si l'opposition n'avait pas au départ dénoncé le manque de respect du calendrier électoral, les violations qui ont été faites par le pouvoir, beaucoup de choses. Maintenant, on a l'impression que cette opposition se retrouve dans une situation où elle est obligée de faire avec ce qui se présente et de vouloir trouver ne serait-ce qu'un peu. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de faire un mauvais procès à cette opposition et que lorsque l'occasion se présentera, vous-même, vous risquez de revenir dans cette même opposition? Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque, depuis l'année dernière, juste après les élections locales, nous avons écrit un mémo pour dire à l'opposition, attendez une seconde, il y a une crise qui pointe à l'horizon. Nous parlions de l'Assemblée nationale, dont la date de péremption approchait. Faisons quelque chose pour éviter cela. Personne n'a répondu. Qu'est-ce que nous avons fait après? Nous avons fait une déclaration pour que l'opinion nationale et internationale comprenne qu'il y a au moins des gens qui savent qu'il y aura péremption, n'est-ce pas, du mandat. Qu'est-ce que vous attendez de cette opposition? Parce que je me rappelle bien que vous étiez dans ce studio pour dire qu'il fallait une autre stratégie de manifestation et beaucoup de choses. Que faire face à ce pouvoir quand même? Vous dites qu'il est déterminé. Encore une fois, il y a une seule chose qui peut faire plier ce pouvoir, être intransigeant sur le respect de la loi. Alpha, depuis son arrivée, on peut compter des dizaines de fois que la Constitution a été violée, les centaines de fois que les lois de la République ont été violées. Tant aussi longtemps que nous n'allons pas considérer nous-mêmes la loi comme quelque chose qui doit être respecté et par tout le monde, du président de la République au dernier citoyen, lorsque nous faisons des petits aménagements pour accompagner une autorité dans la violation de la loi, eh bien c'est vous qui souffrez. Parce que Alpha Condé, il est bien le président de la République et le commandant en chef des forces armées. Il contrôle la police, il contrôle la gendarmerie, il contrôle donc toutes les forces publiques. Il peut écraser qui il veut. Si on ne le contraint pas à respecter la loi, eh bien, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Bien. Alors, cette opposition, si nous élevons le ton, c'est que nous voulons que les collègues comprennent que nous n'allons jamais réussir à arrêter Alpha Condé dans sa marche vers l'illégalité, aussi longtemps que nous continuons à faire des petits jeux. À chaque fois qu'il prend le pas dans la mauvaise direction, on dit, bon, si on ne va pas, on va perdre ceci, on va perdre cela. Pour moi, le contrôle d'un quartier, le contrôle d'une commune, c'est important. Mais ce n'est pas aussi important que cette descente aux enfers de la République que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé à chose, comment on appelle ça, à Matoto, dont le pire a été vécu à l'intérieur du pays, eh bien, on se demanderait pourquoi on irait aux élections en Guinée. Voilà. Idéaliser les politiques, c'est ce qu'ils font en ce moment. Quelques communicants du RPG Arc-en-Ciel. Rassurez-nous ce matin, Dr Faya Milimono. On a entendu des slogans tout sauf Alpha, entre autres. Faire référence évidemment du côté de la Banque centrale, je fais référence à Baïdi Haribo et tout ce qu'il y a autour. Ça se murmure qu'il y a des tractations. Est-ce que vous pouvez nous garantir dire tous? Vous n'allez pas... Écoutez, Alpha n'a même plus besoin, on n'a même pas besoin de dire tout sauf Alpha. Il s'agit... Non, attendez. Docteur... Alpha doit comprendre qu'il y a 1 an et quelques qui lui restent à la tête du pays. Oui. Et il va partir. Oui. On n'a plus besoin de dire tout sauf Alpha. Ok, tout sauf RPG Arc-en-Ciel. Enfin, nous ne rentrons pas dans ce jeu. Voici ce que je vais vous dire. Docteur, même lorsque les grandes gueules disait tout sauf Alpha. En 2015, nous voulions battre Alpha aux urnes si les élections avaient été propres. Écoutez, nous ne sommes pas pour l'exclusion. Le RPG est un parti. Donc rien n'est exclu. Non, le RPG est un parti qui peut compétir. Celui qui ne peut plus compétir, c'est Alpha Condé. Oui, d'accord. Donc ça c'est clair. Tout est possible. Tout n'est pas possible pour Alpha parce qu'il ne peut plus compétir. Oubliez Alpha, je parle du RPG. Tout est possible avec le RPG. Avec le RPG, c'est un parti comme le PL. Bien. Nous sommes adversaires. Vous êtes adversaires, mais quand on regarde un petit peu, en tout cas, les obédiences et tout ce qu'il y a autour, donc je parle dans ce contexte-là. Vous savez très bien de quoi je parle. Les proximités. Ça peut arriver, mais pour l'instant, il n'y a aucun rapprochement entre le RPG Arc-en-Ciel et le bloc libéral. Ça peut arriver, docteur. En politique, ça peut arriver. Non. On va revenir là-dessus. Bien, on y va. On va revenir là-dessus. Ça peut arriver qu'un parti d'opposition. J'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un
excusez, tolérez le terme, s'il y a quelqu'un de radical au sein de cette opposition, c'est bien vous, docteur Faya. Justement. Est-ce qu'il est possible que ce radical de l'opposition puisse s'allier avec le RPG Arc-en-Ciel? Ça, je ne comprends pas. Je vais vous dire. Lorsque vous prenez le président Alpha Condé... Oula. Non, attendez. Vous êtes en train de nous enfariner là. Mais non, il a posé une question. Allez-y, droit au but. C'est aussi simple que ça, docteur Faya Milimono. Je veux vous dire, monsieur... Non, je ne parle pas de politique de façon générale. Il a posé une question. En politique, je ne peux pas fermer la porte au réel si un jour... Oui. Le RPG est aujourd'hui le monstre que nous combattons tous. Mais c'est des hommes et des femmes qui sont à l'intérieur du RPG. Et je connais grandes gueules. Il y a eu des gens de valeur qui étaient dans le RPG. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel qu'on a ajouté au RPG, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Lorsque vous regardez le professeur Alpha Condé, il a été plus radical que n'importe qui face au PIP. Mais qui sont ceux qui sont autour de lui aujourd'hui? Il y a eu quand même une évolution à ce niveau. Donc, docteur, il est possible que le BL, qui est un parti d'opposition, puisse s'allier au RPG Arc-en-Ciel. Ceci peut arriver que l'OBL et le RPG puissent s'asseoir pour parler de la Guinée. Ce qui m'emmène... Ça, c'est comme ça que la politique évolue. Lorsque nous voyons, n'est-ce pas, la manière... Docteur Faya Milimono. C'est ce qui m'amène à faire cette observation. C'est même une interpellation. Docteur Faya, il y a probablement du désordre, entre guillemets, au sein de l'opposition, au sein de l'organisation de l'opposition, l'opposition républicaine, extra-parlementaire, tout ce que vous savez autour. Vous craignez justement que la déchirure n'atteigne certaines ampleurs. Mais est-ce que vous prenez en compte la rupture beaucoup plus grave, mais beaucoup plus grande, entre vous, politiques, et nous, peuple? Vous dites, par exemple, il faut contraindre Alpha Condé à quitter à partir de 2020. Et vous savez pertinemment que vous ne le pouvez pas sans le peuple. Bien sûr. Et entre vous et le peuple, il y a cette déchirure qui devient plus grande, plus dangereuse pour la démocratie. Il y a l'incompatibilité. On peut parler vrai. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de l'avenir de cette opposition-là qui déçoit tous les jours, le peuple pour lequel il dit se battre, ce peuple qu'il dit défendre? Je veux rajouter, pour vous laisser réagir, votre réponse de tout à l'heure. Un leader politique vers lequel on s'est engagé pour ses idées. Je ne dis pas qu'il faut rester pertinemment et dans une sorte d'obscurantisme dans la dénégation des choses qui sont positives au sein de la mouvance. Mais lorsqu'on est d'opposition, surtout face à un parti politique qui prône une politique socialiste, dans les livres en tout cas, moi je ne comprends pas et sincèrement, j'ai envie de dire, ce n'est pas crédible. C'est mon regard. Les grandes gueules. Est-ce que c'est crédible de jouer comme ça et de dire en politique ça peut se faire? J'ai dit en politique ça peut se faire simplement parce que vous me posez une question. Je suis le président du BL, mais quand il y a une décision au sein du BL, c'est pas moi en tant que Faya qui la prend. C'est les instances du parti qui prennent la décision. Donc en politique tu peux pas dire ça ne va jamais se passer. Il n'y a pas de jamais en politique. Nous vous disons, à l'état actuel des choses, par le comportement que nous voyons. Il faut rappeler que Alpha Condé a dit jamais au PUP, il est resté. Mais attends. Il a été constant. Et la constance, disait Jean-Luc Mélenchon, elle paye en politique. Il faut quand même... Mais aujourd'hui, il dirige la Guinée avec qui? Non, il y a ça, mais... Quel est le seul absent aujourd'hui? C'est une autre question. C'est une autre question. Vous avez dit vous-même gouverner, parce que ça, il s'agit de gouverner. Tout à fait. La conquête du pouvoir, c'est une chose. Gouverner, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Et vous êtes d'accord avec moi? Ça peut arriver que dans la gouvernance, que nous puissions donner les mains. Nous sommes dans la conquête du pouvoir. C'est là que vous êtes. Non, mais nous sommes dans la conquête du pouvoir. On ne peut pas se fermer la porte quand on est en politique. Mais justement, la question de Tamba, elle est très importante. Elle vaut tout son pesant d'or d'ailleurs. D'autant que le peuple dont il parle, ce peuple qui semble être extrêmement déçu, moi de ma part, de vous les politiques, mais beaucoup plus même de vous, de l'opposition en général, qui ne représente plus à ses yeux une alternative. Et justement, est-ce que ce n'est pas une faille dans laquelle le président Alpha Condé, une faille qu'il a bien perçue d'ailleurs, dans laquelle il est en train de s'engouffrer pour se chercher une voie
pour aller pour continuer à diriger la Guinée au-delà. Les grandes gueules. Est-ce que ça ne devient pas, est-ce que cette faille n'est pas votre tendon d'Achille? Est-ce que ce n'est pas une occasion dont va profiter justement Alpha Condé pour aller? Ce sur quoi je suis d'accord. Parce que vous ne représentez pas une alternance crédible, une alternative crédible. C'est le point de vue du peuple. C'est le point de vue de M. Diallo. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, et ce sur quoi je peux être d'accord avec vous, peut-être lui, c'est que le pouvoir, allez-y, la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui en Guinée, la population guinéenne se trouve désabusée. Ouais. Ça, je suis d'accord avec vous. Ok. Et donc, il y a effectivement un fossé qui se crée. Justement. Nous l'avons observé et nous l'avons dit sur les antennes. Ouais. Déjà, quand on voit le taux de participation aux dernières élections que nous avons organisées, à peine ça atteint les 40%. C'est des procurations, qui est l'invention de la dernière loi votée par cette législature périmée, qui ne doit plus siéger. C'est les procurations qui ont permis d'aller de 40 peut-être à 45%. Vous comprenez? Oui. Donc, nous voyons effectivement qu'il y a des failles. Les failles, le peuple ne se reconnaît plus dans la façon de faire la politique. Mais là, il faut faire, n'est-ce pas, des différences. Okay. Les politiques, c'est tout un ensemble. Ouais. C'est aussi bien le professeur Alpha Condé et son RPG Arc-en-Ciel et tous ceux qui tournent autour, mais aussi l'opposition, n'est-ce pas, avec toute sa composition. Oui. Mais à l'intérieur, il est clair que le peuple est en train d'observer qui est, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Le bloc libéral apparaît aujourd'hui. Qui est qui? Oui, bien sûr, qui est qui? Et le bloc libéral apparaît aujourd'hui comme la seule alternative crédible qui puisse, n'est-ce pas, se montrer au peuple de Guinée. Et de continuer à maintenir cela. Justement, allez-y. Il y a quand même une difficulté après tout, parce que peut-être vous pouvez dire que vous êtes crédible, quelqu'un d'autre va dire qu'il est crédible. Enfin, comment est-ce que vous voyez l'avenir? En tout cas, vous qui composez aujourd'hui cet ensemble de partis politiques d'opposition, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce qu'on vous a vu vous battre pour l'organisation des élections législatives. Vous étiez beaucoup plus soudés à l'époque, et après les intérêts vous ont divisé, les intérêts divers vous ont divisé. Est-ce qu'un jour on peut penser que vous allez revenir, disons, ensemble pour mener le combat? Justement. Il y a une chose pour obtenir Les grandes gueules. que vous parce que prenez. Il y a une chose sur laquelle, sans union sacrée, il y a une chose sur laquelle, vous allez vous faire encore massacrer en 2020. Comme division au sein de l'opposition, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Il n'y aura pas de possibilité de troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Oui. Que ce soit par la modification de la Constitution, qui ne peut pas modifier en vertu de cette disposition, mais aussi, même s'il utilisait la stratégie de passer d'une république à une autre, ça ne marchera pas. Ouais. Que ce soit comment on appelle ça, l'opposition républicaine, que ce soit la CPR, que ce soit la nouvelle coalition qui est en train de se former, là-dessus, vous pouvez croire qu'il n'y aura mais pas. vous êtes d'accord? Les grandes gueules. Vous êtes d'accord que le peuple a droit de se prononcer sur une constitution, parce que celle qui est en cours, en fait, je relève ce qui s'est dit. Normalement, la constitution que nous avons, elle n'est pas l'émanation du peuple. En fait, elle est d'un point de vue. Non, sans l'expliquer, dis-le, c'est cela, Aboubacar Diallo. Les grandes gueules. Elle n'a pas été adoptée par voie référendaire. Ah ouais. Alors justement, c'est aussi la petite faille dont veut profiter le président Alpha Condé et tous ses soutiens pour dire oui, cette constitution elle est à rejeter parce qu'elle n'est pas l'émanation du peuple. Il faut soumettre à ce peuple une autre constitution sur laquelle elle va s'exprimer, sur laquelle elle va se prononcer, donc, qui va être sa propriété, sur laquelle elle va donc s'exprimer. Je veux vous rappeler que l'Angleterre, qui est quand même une démocratie très vieille, très respectée, sa constitution n'a pas été adoptée par référendum. Vous comprenez? Donc sortons de ce formalisme. Alpha a été élu en vertu d'une constitution. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sur laquelle il est en train. On est en train de dire aujourd'hui, c'est pas une constitution. Il n'avait qu'à ne pas se présenter candidat parce que la constitution n'avait pas été votée par référendum par le peuple de Guinée. Non. En fait, je vais vous dire, en matière docteur, vous allez aller plus loin. Vous allez aller plus loin avec ce que vous êtes en train de dire. Pour parachever, permet à Bakar Diallo cette question d'Abakar. Moi, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait oui à la révision de cette constitution, mais pas sous Alpha Condé.
Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit un autre qui viendrait revoir cette constitution? Écoutez, il y en a même qui disent oui, je termine, docteur, si vous permettez. Oui, il y en a qui disent oui à une réforme constitutionnelle, mais une réforme constitutionnelle qui ne toucherait pas le mandat d'Alpha Condé, donc qui ne concernerait pas Alpha Condé, même si elle a lieu maintenant, mais ça ne doit pas concerner Alpha Condé et ni ses mandats. Donc que ça intervienne, mais que ça porte sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, mais que ça ne touche pas ni Alpha Condé ni ses mandats. Vous ne pouvez pas dénier ce droit au peuple. Constitution, notre position au BL a toujours été unique. Une constitution, elle est appelée à évoluer. Vous comprenez? Pour nous, qui préside à la modification de la constitution, qui ne préside pas, ce n'est pas la question. La question, c'est ce qui ne doit pas être touché. Ce qui ne doit pas être touché, c'est l'intangibilité. Écoutez, attendez. Lorsque nous prenons... Attendez. On peut maintenir cette disposition d'intangibilité et offrir, si vous voulez, permettre à Alpha Condé une revirginisation. Écoutez, il pourrait... En créant une autre constitution... Oui, en allant à la 4e République, par exemple. À ce niveau, ce qui est clair et ce qui est dit dans cette constitution, en vertu de laquelle il prendra tout acte qu'il va prendre, dit qu'aucun président, ni de manière consécutive, ni de manière discontinue, ne peut faire plus de 2 mandats. Bien. Ça, c'est cette constitution sur laquelle il a juré. À l'instant même où il va nous proposer une autre constitution pour se dire, bon, on va rebelloter, il sera clairement en porte-à-faux avec son serment. Vous comprenez? Il sera... C'est pas la première fois. Il sera... Mais je vais vous dire, cette fois, vous pouvez vous attendre à une chose de cette opposition, même si vous pensez qu'elle est divisée, elle est émiettée, le jour que l'on va nous présenter cette constitution dont on nous dit déjà il y aura 7 ans, comme Lansana Conté avait dit, il n'y aura pas de limite de mandat, etc., etc. Ce jour-là, vous verrez le peuple de Guinée agir à l'image d'autres peuples à travers le monde. Voilà, Dr Faya Milimono, notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, on arrive à notre invité, Maître Alfred Matos, président de l'UPG. Bonjour à vous, Maître. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Tamba Zakari Bilimono. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour à tous. Alors, Maître, on va commencer par la question traditionnelle. On vous l'a posée il y a quelque temps aujourd'hui. Mais à l'ère où les partis politiques changent, les leaders de partis politiques changent de camp à tout bout de champ, comment se porte l'UPG aujourd'hui? Écoutez, l'UPG gère un testament politique. Je vous l'ai dit lors de mon passage à votre émission. Le testament politique, c'est l'UPG au centre. L'UPG appartient à un groupe parlementaire, l'UFR, que vous êtes censé savoir au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'UPG aujourd'hui ne fait pas de transhumance politique. Comme vous venez de l'indiquer, aujourd'hui, l'UPG essaie de faire son bonhomme chemin. Vous savez que pour... Maître. Oui. Ouais, mais écoutez. Ouais, mais parce qu'on est dans une période de redistribution des cartes. Exactement. Et on sait que les grandes échéances pointent à l'horizon. Oui, vous n'allez pas nous dire ici jamais vous n'irez avec le professeur Alpha Condé ou son camp politique. Je ne l'ai jamais dit. Je le dis. Tout est possible en politique. Les élections 2015, nous avons fait un choix politique délibéré. Nous l'avons accompagné aux élections présidentielles avec notre feu leader Jean-Marie Doré. Donc on dirait en politique, on dit jamais Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Donc je vous le concède, je dis aujourd'hui, l'UPG a droit dans ses bottes, passez-moi l'expression, nous sommes au centre, nous sommes en train d'essayer de voir, vous êtes au courant un peu de la coordination de l'opposition démocratique que nous sommes en train de concocter. Donc nous faisons des alliances intelligentes. C'est pas un politique, vous ne pouvez pas être figé dans votre position radicale disant que vous ne pouvez pas faire d'alliance ailleurs. Même aujourd'hui, on m'a posé la question, la position de l'UPG aujourd'hui est une position qui fait en sorte que l'UPG peut faire des alliances selon ses intérêts par rapport aux joutes électorales qui nous interpellent. Alors, procéder à des alliances selon les intérêts propres à votre parti. Mais moi, je me pose bien la question, que vaut-il ce parti aujourd'hui? Après Jean-Marie Doré,
ça pèse quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un parti vers lequel le RPG pourrait se retourner? On a du mal on a l'impression que ça a du mal à redécoller. C'est vrai. Après Jean-Marie Doré, c'est un parti qui pique un peu du nez. Par exemple, pour enchaîner, par rapport à ces élections, on a tiré en longueur une année pour installer les élus, les exécutifs communaux. Est-ce que vous avez eu des élus à quel niveau, par exemple? Écoutez, je pensais que vous pouvez être au courant. Aujourd'hui, l'UPG a participé aux élections communales. Oui. Nous avons eu des fortunes diverses, mais nous avons eu Goueke, où nous avons un maire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends. Oui. Nous avons eu des conseillers communaux au moins dans plusieurs circonscriptions. Et nous avons eu des fortunes diverses, je disais. Nos militants ont été mis en prison à Zor. Et ça, c'est pour des raisons de destruction d'édifices. C'est le juge qui a tranché ainsi. Nous avons à Bossou, le village natal de notre feu, nous sommes conseillers. Je suis même conseiller à Ratoma. Donc, écoutez, il y a des minorités positives. L'UPG ne prétend pas avoir l'ossature de RPG ou de l'UFR ou de l'UFG. Mais attendons à ça. Mais vous savez que même à l'époque de Jean-Marie Doré, à l'époque du PUP, il était seul à l'Assemblée, mais il se fait entendre. Ça veut dire qu'il y a des minorités positives. Oui, mais si vous entendez deux députés à l'Assemblée. Comment vous jugez? Parce que la question de Tamba tient toujours. Ouais. Quel est le poids? Que vaut l'UPG? Est-ce que vous avez enregistré des avancées? Est-ce que le parti grandit ou est-ce que vous constatez que vous reculez nettement depuis la disparition de son géniteur? On n'a pas de visibilité. J'avoue qu'au niveau même de cette visibilité, de l'attractivité de l'UPG, nous baissons. Ça, j'avoue. Ouais. Donc, nous faisons notre mea culpa. Nous sommes en train de commander des états généraux de notre parti pour faire, comme on appelle, le jargon habituel. Oui, mais ça fait quand même 2 ans pratiquement, ou plus que vous êtes à la tête de ce parti. Il se dit même. Vous avez du mal à porter l'héritage de Jean-Marie. Enfin, il est lourd, mais je l'assume. On veut quand même. On voudra bien vous entendre sur ceci. Il se murmure que sur le plan de votre leadership, il y a beaucoup à redire. On voudrait même vous éjecter du poste de la tête du parti aujourd'hui. Qu'en est-il? Parce que ça se raconte que Domani Doré lorgnerait de ce côté. Bon, écoutez, vous savez, nous sommes régis par des textes. Nous sommes élus pour 4 ans. Il peut être commandé à une assemblée extraordinaire pour parler de la restructuration du parti, dont la restructuration des dirigeants du parti. Et ce congrès extraordinaire est commandé, ça je vous l'avoue. C'est pour quand? C'est pour début mars. Mais ce congrès extraordinaire n'aura pas seulement pour leitmotiv de changer les organes dirigeants. Dans tous les partis, il y a des frondeurs, c'est sûr. Moi, je les appelle comme ça, parce que c'est mon expression. Je ne reviens pas dans les détails parce que j'ai eu à constater qu'il y a même une gestion parallèle du parti, mais ce n'est pas l'occasion de le dire ici. Nous avons une gestion parallèle. Par qui? Qui est le dirigeant parallèle? Par qui en l'occurrence? Par des membres du bureau politique qui, je vous le dis, qui ont des noms. Oui. Qui ont des noms et qui ont des responsabilités. Moi, je suis juriste, il y a des présomptions d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit définie. Est-ce que vous vous sentez... Vous ne donnez pas de nom en pâture. Oui, mais à partir du moment où vous dites avoir constaté une gestion parallèle... Oui, mais il va en parler plus là. Il va en parler plus. Allez-y. Je ne dirais pas de nom, je dirais simplement, quand vous êtes dans un parti, des entêtes qui sont confectionnés, des cachets qui sont confectionnés, vous savez que c'est une gestion parallèle. Ah, mais ça c'est grave. C'est ce que je suis en train de dire. On parle de délit à vous, le juriste. Qu'est-ce qui vous pas le juge. Oui, mais je prends des mesures. Est-ce que vous avez saisi des tribunaux pour cela? Non, mais bien avant, Mohamed Mara, il y a des textes à l'intérieur du parti. Les statuts de règlement intérieur que nous allons appliquer dans ces jours qui viennent. Faut-il s'attendre à avoir des têtes coupées, à des sanctions qui, par exemple, pourraient partir? Bien sûr. Nous sommes régis par les textes et les règlements intérieurs, nous allons l'appliquer. Tous ceux qui ont été auteurs de ces délits seront sanctionnés. Un premier ressort avec un règlement intérieur, avec des sanctions, avec des degrés de sanctions qui sont prévus dans le règlement intérieur, et puis à la limite, la justice sera saisie. Non, mais qu'est-ce qu'il n'a pas... Je posais la question à vous, voilà. Madame Yoro. C'est des bruits de couloir qu'on a captés ici et là. Sûr, comme quoi, Domani Doré, c'est quand même hallucinant qu'il se pourrait donc qu'elle soit intéressée à être propulsée à la tête de l'UPG. Vous dites qu'elle soit membre déjà de l'UPG. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bon, à partir du moment qu'elle est membre de l'UPG, elle peut prétendre. Et puis, il y a un mandat en cours qui a 2 ans qui reste à courir. Donc, elle attendra. Ou bien c'est votre parti qui cherche à la coopter.
Mais non, si c'est le parti c'est le premier responsable qui doit chercher à la coopter. J'avoue que je la connais depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Non, mais la cooptation, je ne suis pas au courant. Sinon, est-ce que cela est crédible quand on sait que son propre paternel a un parti politique et non, qui n'existe plus. Oui, mais pourquoi il a été tomber pour aller à l'UPG? De toute façon, elle est allée du comité central du RPG. Voilà, merci de me consoler, mais je crois que la question n'est pas de mise. Je ne suis pas au courant de cette cooptation. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est à la base. Comment peut-on, alors que vous avez été porté à la tête de cette formation politique, comment est-ce qu'on a pu laisser un laisser-aller, si je peux me permettre, jusqu'à permettre à des personnes de créer des cachets parallèles? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Pour la petite histoire, c'est personnel, je n'ai pas à dire aussi, je suis en deuil de mon épouse. Hein? Ah d'accord, toutes nos condoléances. J'ai fait un voyage très lointain qui m'a éloigné un peu du parti, mais il y avait un congrès qui était un congrès qui a été commandé. Et je n'étais pas là, donc ils ont voulu, c'est lié un peu au commissariat de la CENI, où le choix que j'ai porté sur une personne n'a pas été du déshydratat de certains membres du BPN. Donc, ils ont essayé de dire qu'il faut que je suis... Enfin, ils pensaient que j'avais une réticence pour la tenue du congrès. Alors, ils ont essayé, en mon absence, de pouvoir... Qui ont essayé? Mais c'était je ne donnerai pas le nom. C'est le GG ici quand même. C'est important. C'est important. Non, je ne donnerai pas de nom. Parce que non. En qualité, non. Vous êtes des journalistes d'investigation, faites vos investigations. Dites-nous alors, est-ce que ça va bien entre vous et Jacques Bonimi? C'est une question, par exemple. Pourquoi ça n'irait pas? Non, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pour moi, à mon entraînement, ça va. Est-ce que vos relations sont très chaleureuses aujourd'hui? Est-ce qu'il reste un collaborateur avec vous dans le parti aujourd'hui? Dans le cas de quand il était commissaire à la CENI, il n'avait pas le droit juridiquement de le maintenant. Maintenant, nos rapports sont cordiaux. Il a repris sa place au sein du parti? Enfin, il a repris sa place, bien sûr, il n'était pas parti, il a repris sa place. Donc aujourd'hui, il anime le parti comme tout un chacun. Est-ce que vous vous sentez menacé d'être éjecté de la tête du parti? Vous vous sentez menacé? Peut-être que vous ne connaissez pas mon parcours. Moi, je suis quelqu'un qui croit à mon destin. J'ai hérité d'un testament politique. J'ai été élu à l'unanimité. J'étais candidat unique parce qu'il y a eu des primaires. Il nous avait 4 ans de mandat. Mon mandat est en cours en tant que légaliste. Je me menaçais, non, on appliquera la loi. Maître Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité en ce jeudi. On s'intéresse à d'autres facettes de l'actualité. On va aller avec les contre-coups de l'élection, des élections locales. Depuis plus d'1 an déjà, on est parti aux urnes, mais jusque-là, l'installation a connu pas mal des exécutifs communaux a connu pas mal de problèmes. C'est achevé hier. Depuis hier, c'est totalement bouclé. Ce n'est qu'hier que ça se boucle. Il y a encore la question, Mohamed Mara me disait qu'on n'arrivera pas à cela, à l'installation des chefs de quartier et autres. Mais revenant sur ce processus, je prends par exemple le cas de Matoto et pour terminer le cas de Ourekaba. Est-ce que vous avez compris toute la difficulté qu'il y a eu autour de cette installation-là? Comment vous, au sein de votre parti, vous y avez réagi? On s'y attendait parce que quand vous regardez déjà à l'origine du déclenchement des élections de proximité, ça a mis du temps avant de le faire. Ça fallait que la rue commande ça. Ensuite, entre les élections et la mise en place des conseils communaux, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Ouais. Nous, on était pessimiste dès le départ. À partir du moment qu'on a biaisé la loi, le juge qui avait tranché les accords politiques entre les partis qui étaient intéressés par avoir des conseillers communaux au large, ont fait des accords, nous on était très pessimistes. Ensuite, il y a un désamour, il faut le reconnaître, entre le citoyen et le politique. Aujourd'hui donc, ce qui se passe là n'est pas étonnant. Nous-mêmes, au niveau des circonscriptions où on a été candidats, on a eu des élus qui ont été mis en prison, on a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte que l'administration qui est chargée de gérer ces élections, les juges est parti, il ne faut pas avoir peur des mots. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots pour dire que ce qui se passe là n'est pas surprenant. Bien. Alors tout cela intervient dans un contexte quand même de débat sur la Constitution. Quel est votre regard là-dessus? Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que dans la majorité présidentielle, parmi les partisans de l'actuel chef de l'État, beaucoup se sont ouvertement déclarés déjà en faveur d'un 3e mandat pour Alpha Condé. Pas plus tard qu'hier à la télévision nationale, dans le JT de 20h30, et dans une maison mortuaire, et il y a une déclaration venant d'une dame quand même qui était pour le moins étonnante, qui se prononçait donc en faveur. Ça se dit partout, ce n'est plus un tabou. Votre position là-dessus, Maître Alfred Matos? Les grandes gueules. Vous prenez le problème de la finance démocratique dans nos pays africains. Oui. Alors, pour camper le décor, il faut remonter déjà aux années des indépendances.
Les pères de l'indépendance ont voulu faire le parti unique en disant que l'unité de la nation était encore fragile. Au lendemain, après, ça nous a valu, nous, 26 ans du PDG. Après ces pères de l'indépendance, ceux qui les ont succédés ont continué dans le même créneau. Vous avez au Cameroun, vous avez Safel Légion, vous avez au Congo-Brazzaville. Et chez nous, il y a eu le PUP qui a fait 24 ans. Donc, quand vous regardez un peu l'origine de cette alternance démocratique, la hantise de nos populations ne veulent plus que l'alternance démocratique soit otage de qui que ce soit. Ça, c'est ce qui est le décor. Ensuite, vous avez l'irruption des militaires dans notre vie politique au niveau du CNDD. Ouais. Qu'est-ce qui a valu leur départ? Parce que, au lieu d'être arbitre, au lieu d'être juge arbitre, ils ont voulu être acteurs. Après du moment que le président de la liste a dit qu'il serait candidat, ça a déclenché tout un tollé. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le décor est campé. Nous sommes dans une constitution, en étant légaliste, la constitution dit 2 mandats non renouvelables. Donc la constitution est en vigueur. Moi, en tant que légaliste, je reste derrière cette constitution. Voilà mon point de vue. Mais il faudrait reconnaître que l'instrument du référendum, qui est constitutionnel, est un instrument privilégié qui est utilisé pour pouvoir vouloir d'une constitution et ne pas le vouloir de quoi. Donc il ne faut pas empêcher ceux qui veulent changer cette constitution d'utiliser les voies légales pour le faire. Mais attention, ça veut dire que c'est bien possible. C'est bien possible qu'on touche à cette constitution. Bien sûr. Entre la légalité et la légitimité. Pour ceux qui veulent aller dans cette voie, ils disent non, c'est une constitution qui a été adoptée à la va-vite au temps du CNDD, ça n'a pas été voté par voie référendaire. Est-ce que c'est un argument qui tient? Mais elle est en vigueur. Toute la démocratie que nous vivons a été faite sur cette constitution. Il ne faut pas aller loin. La constitution est de vigueur, est de mise, elle est en vigueur, elle doit continuer. Maintenant, pour la changer, il y a des voies légales qui sont appropriées, qui sont dans la constitution, qui peuvent être empruntées. Le président de la République a le pouvoir de commander le référendum. La majorité qualifiée... Donc ça ne doit surprendre personne. Si il venait donc à proposer un référendum pour peut-être une nouvelle constitution, bien ou pour sûr, amender mais le problème celle qui est en cours. c'est la légalité. Le problème, c'est la légitimité, l'opportunité de déclencher ce référendum. Ouais. Parce que, même en France, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le référendum des initiatives partagées, ce qui est déclenché aujourd'hui pour un jeune président qui vient d'être élu il n'y a pas longtemps. Donc, on ne peut pas empêcher au peuple, quand il y a des questions majeures qui se posent, comme la limite des mandats, d'être interrogé. Voilà la question. Vous parlez de l'égalité et de légitimité. Est-ce que vous pensez que le moment est opportun? Ça, c'est la première question. L'autre question, c'est vrai qu'il a le droit, par exemple, d'appeler un référendum, mais est-ce qu'il peut toucher à toutes les parties de cette constitution, à toutes les dispositions? On ne parle pas de l'intangibilité de la constitution, on parle de la constitution en entier. Remplacer la constitution par une autre. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc ce référendum ne passera pas de l'intangibilité des partis qui sont intangibles. Les intangibilités sont dans la Constitution. Oui, mais une constitution peut... La constitution que nous vivons, c'est la dernière constitution, mais c'est pas l'ancienne. Attention, c'est-à-dire qu'on peut aller à une nouvelle constitution, mais en modifiant ces principes. On ne modifie pas la constitution, on change la constitution, on propose une nouvelle constitution qui remplace celle qui est en vigueur. Un référendum légalement convoqué peut déclencher cette opération. Mais là, le problème, c'est une nouvelle constitution où ces verrous peuvent sauter. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de l'arbre cache la forêt. Oui. Ceux qui veulent changer la constitution iront peut-être dans ce sens ou ne pas aller dans ce sens. Mais le problème qui se pose, il ne faudrait pas qu'on ait cette sensibilité émotive. J'ai parlé de l'histoire de l'alternance démocratique en Afrique. Effectivement. Les populations africaines ont la hantise de voir, et ça c'est dans l'esprit des lois de Montesquieu, et mieux. Quand vous dites l'alternance démocratique, ça doit être renforcé aussi par la séparation de pouvoir et l'incarnation des hommes et des femmes qui incarnent cette séparation de pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Une démocratie se scelle avec un tout. Donc, attendons pouvoir, c'est 2020. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Moi, j'ai 2 questions, puisque vous parlez de séparation des pouvoirs. Quel est votre point de vue, quel est votre regard aujourd'hui sur cette séparation des pouvoirs dans notre pays, dans un pays d'ailleurs où le chef de l'exécutif est capable de gracier quelqu'un dans une affaire encore pendante devant la justice? Et quel est votre regard globalement sur cette séparation des pouvoirs dans notre pays? Secondo, oui, le peuple peut être convoqué pour même examiner un projet de nouvelle constitution. Mais quelle est, d'après vous, l'opportunité de toucher au nombre et à la limitation des mandats? Est-ce que... pourquoi cela aujourd'hui? Pourquoi c'est cela la question qui salise tant les attentions? J'ai dit tout à l'heure que l'opportunité de déclencher ce référendum revient à celui qui désire le faire et qui a la légalité de le faire. Aujourd'hui, c'est une constitution qui est en vigueur, il faut l'appliquer.
Maintenant, quand vous regardez tout ce qui s'est passé, les soubresauts des crises sociales, les soubresauts politiques, et toute cette crise que Tamba vient d'évoquer, est-ce que l'opportunité se passe? Je ne crois pas. Parce qu'il faut beaucoup, entre le message et la méthode, il faut que le contenu soit consistant pour appeler le peuple à voter pour une nouvelle constitution. Ça, c'est la question qui s'est posée. Au niveau de la séparation des pouvoirs, j'ai dit, c'est les hommes et les femmes qui incarnent ces pouvoirs respectifs qui doivent avoir la mesure de leur fonction pour pouvoir l'incarner. Aujourd'hui, je ne crois pas. Bien. Est-ce que vous pensez que tout est fait aujourd'hui, en toute honnêteté? Vous êtes homme politique, observateur aussi de tout ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que vous pensez que tous les ingrédients sont réunis pour favoriser un troisième, que le président Alpha Condé continue au-delà de 2020, continue à gouverner la Guinée? Écoutez, d'après ce que je constate... Vous pensez que tous les signaux sont là? Vous observez et vous entendez les déclarations, vous avez entendu récemment Aziz Diop, à la suite d'autres. Vous pensez que... Et le chef de l'État, il écoute tout cela, il entend tout cela. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Dubreka, où il remettait donc des pirogues ou des barques de pêche, il était présent lorsque cette dame, Dada, je crois qu'elle s'appelle comme ça, s'est prononcée ouvertement pour un 3e mandat pour lui. Il était là, il ne réagit pas. Vous ne pensez pas que tout cela lui tombe bien dans les oreilles? Écoutez, il fait sa fonction de président de la République. Il y a la perspective de la fête de 8 mars. Hein? Ouais, il fait sa fonction de président de la République. Il y a beaucoup de lisibilité en ce moment, mais nous sommes à 2 ans de 2020. Je vais paraphraser le président Alassane Ouattara qui disait, puisqu'à la faveur de la nouvelle constitution, qui n'est pas exclu. Non, écoutez, je ne parle pas au nom de ceux qui... Paraphraser ces mauvais exemples. Non, je ne pas dire quoi que c'est un bon exemple. Je veux terminer en disant, il faut attendre pour voir. What and see, diraient les Anglais. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il y a eu des pour et des contre aujourd'hui de ce 3e mandat. Donc moi, par contre, je suis rigolé du principe de la légalité. Nous sommes dans une constitution, il y a 2 mandats, point, barre. Si ça doit avoir lieu, quelle sera votre position? Attendons pour voir, parce que rien n'a été déclenché pour ça, légalement. Bien. Parce qu'il y a une question quand même, ça va être la dernière, posée par un militant de l'UPG, on ne peut pas passer ça sous silence. Il dit, je suis militant de l'UPG, membre du bureau politique national. Je pense que le leader est en train de se démentir. Il parle à la fois de congrès et d'états généraux. Donc vous allez nous dire exactement c'est quoi, est-ce que c'est un congrès ou des états généraux? Et puis il dit pourquoi le choix du représentant de l'UPG à la CENI n'est pas un choix validé par le bureau politique national. Mais c'est votre choix à vous. Écoutez, quand vous dites congrès extraordinaire, le contenu c'est les états généraux. C'est ça, il faut faire il n'a pas compris la syntaxe. Hein. Congrès extraordinaire, c'est ce qui permet de faire les états généraux. Donc je le répète. Au niveau du choix du commissaire, le président du parti a attendu que le bureau politique se réunisse pour faire un choix. Il y a eu des velléités qui m'ont été rapportées. Nous étions dans la limite, nous étions même éliminés sur le plan de la qualification des partis qui pouvaient être éligibles au niveau du commissariat. Mais comme les dates étaient limites, il fallait faire un choix. Et le président a choisi et a écrit au niveau de l'administration du territoire pour donner le nom de candidat de l'UPG. C'est tout. Donc ce militant-là, je le comprends, mais je dis... Maître Alfred Matos, président de l'UPG, bien. De prendre une décision. Bien. Maître Alfred Matos, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Je vous remercie. Je dis, le problème de l'alternance démocratique est un problème très profond. C'est une question majeure que vous prenez très au sérieux et que Dieu sauve la Guinée et bénisse les Guinéens. Merci à vous. La suite dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci à toutes nos équipes de réalisation des cadrages. Merci à vous aussi qui nous avez suivis à la radio et que vous nous avez regardés à la télévision. Si vous êtes du côté de Dakar, pensez un coucou à nos équipes, à nos envoyés spéciaux sur place. Portez-vous bien. À lundi avec le retour aux commandes du Turbo. Portez-vous bien. Au revoir.